Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, une grosse réflexion sur un sujet social qui nous concerne, qui concerne tout le monde. Que vous ayez 12 ans, que vous en ayez 92, le vieillissement, c'est propre à l'être humain. Pourquoi on va en parler? Parce que Joe Biden est au centre des conversations de la Terre entière, parce que c'est le pays le plus important de la planète qui est en campagne électorale et on a décidé qui sera le prochain président. Le sortant, Joe Biden, 81 ans, ou Donald Trump, 77 ans, qui a été président, on le sait, haut en couleur, disons, assez contesté au mandat précédent. Maintenant, au fait de cette campagne électorale, c'est le dernier débat qui a eu lieu, en fait, c'est le premier, mais le débat qui a eu lieu il y a quelques jours, et au cours duquel Joe Biden a eu l'air fou, parce qu'il avait l'air, pas nécessairement qu'il n'était pas préparé, il avait l'air vieux. Et c'est ce qu'on lui reprochait à les gens qui disaient « Ne te représente pas, Joe, parce que tu ne passeras pas, les gens ne veulent pas te renvoyer au pouvoir. Ils t'ont peut-être trouvé bon, mais tu n'as pas la facilité d'esprit, tu n'as pas la même quintessence que tu avais au niveau cérébral qu'autrefois. » Alors, il va quand même, il fait son débat et il le moffe, littéralement, parce que les sondages donnent des résultats qui sont assez spectaculaires. On dit à 75 % qu'il devrait débarquer dans les sondages parce qu'il a l'air et il est trop objectivement vieux. Alors, on fait une réflexion sur le vieillissement. Est-ce qu'à partir de 80 ans, on est trop vieux pour continuer dans des fonctions aussi lourdes? Est-ce que nous, dans nos vies de tous les jours, il faut s'arrêter à 60, 65 ans? Est-ce que la liberté 55, ça tient encore? Alors, on va mêler ce débat de Biden avec le nôtre individuel. Qu'est-ce qu'on fait de nos vies? On va en parler avec Gilles Proulx, animateur et commentateur, qui a 84 ans, plus vieux que M. Biden. Salut, Gilles. Oui, salut bien, un plaisir d'être ici et bien entouré. Ben oui, avec Virginie Audette, qui est présidente d'Audet Branding, gestion de l'image et des marques. Elle est aussi présidente de 3 chapitres montréalais de Women Presidents Association. Ça, c'est des femmes qui sont présidentes de leur compagnie. Absolument. Et nous avons également quelqu'un qui est on appelle ça neuropsychologue. C'est spécialisé dans le cerveau, le mécanisme du la cerveau. cognition en général. Alors, il s'agit donc de la docteure Josiane Bertrand. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Je ne sais jamais trop s'il faut que je dise bonsoir ou bonjour là, avec un podcast. Commencer avec toi, Gilles. D'un point de vue politique, tu as regardé Joe Biden, tu en as vu les présidents, tu en as rencontré, même tu en as interviewé. Est-ce que tu l'as trouvé si pire que ça? Au débat. Je ne pouvais pas le trouver pire que ça. Non, vraiment, c'était lamentable et triste. Et c'est le communicateur qui parle. C'est pas par savoir j'aime pas les démocrates ou j'aime plutôt les adversaires. C'est de voir avec quelle pitié on a vu ce gars-là qui essaie de s'accrocher et qui n'a pas compris qu'à son âge, mais vois-tu, je suis mal à l'aise de te dire ça. J'ai 4 ans de plus que lui. Ben oui. Puis je suis encore là. Je ne ferai pas des 12 heures par jour. Mais qu'est-ce qui se passe? Les individus ne vieillissent pas tous de la même manière. Il y a un vieillissement accéléré, sans doute. Comparons avec Jeannette Bertrand. Peux-tu avoir un meilleur exemple que ça, qui va être bientôt centenaire, encore lucide, écrit des livres? Mais peut-être que la nuit, avant de se coucher, elle traficote ses petits problèmes. Elle n'a pas la dextérité qu'elle avait. Elle a oublié tel objet. C'est le propre des gens qui vieillissent, c'est rendu à 80, des octogénaires. Effectivement, on oublie des clés, puis de rentrer, puis de... Oui, mais quand tu es président des États-Unis... Voilà. Là, et il a dit, de feu, là. Je disais au New York Times ce matin, il a dit, en fait, je me rends compte que j'ai besoin de plus de sommeil et il faut que je travaille moins tard le soir. C'est la conclusion de son débat, parce qu'il dit, au début, c'était parce qu'il avait un rhume. Il a dit, si j'étais si peu performant, j'étais un peu enrhumé. Puis après ça, l'équipe de campagne a dit, ouais, c'est peut-être pas assez fort. Ils ont rajouté... tu avais aussi le décalage horaire. Il est allé au G7 en Europe et il a fait l'aller-retour. Après ça, il est allé au débarquement, aux cérémonies soulignant l'anniversaire du débarquement. Et il dit, bon, j'ai des problèmes de sommeil, je dors moins bien. Ouais. Est-ce que ça va faire passer, pour les électeurs américains, ça va faire passer la pilule? Ça passe pas parce que d'abord, le commun des mortels sait aux États-Unis que le président se promène dans un avion qui est un appartement. Tu n'es pas assis sur un siège droit avec le dossier. Le Air Force One, c'est pas... Voilà, tu as ta couchette, puis tu regardes ta montre. Henry Kissinger, qui était un grand ministre des Affaires extérieures, disait toujours, moi, quand je voyage, puis dans le temps, son dossier, c'était le Moyen-Orient et le Vietnam. Et
il fonctionnait avec sa montre avec l'heure de Washington. Tout le temps. Alors, il devait faire la même chose. J'ai l'impression que sa femme y est pour quelque chose. Elle veut tellement être à l'avant-scène lorsqu'il sera choisi président, puis elle présidente avec des bouquets de fleurs, qu'elle rabrille et elle l'alimente. Mais il y a le contrôle. Mais il y a aussi toute la série, il y a des gouverneurs, il a rencontré des gouverneurs démocrates, tout le monde est en panique là, chez les démocrates. Ils ont vu que c'était pas bon, puis ils voient les sondages, il est en train de planter, il perd des 6, 7, 8 points. Ouais. Et dans les États clés, même, il se fait passer littéralement par Trump à cause de ça, alors que c'était assez serré avant. Il y a l'élite démocrate qui veut qu'ils partent, là. Mais il y en a d'autres qui veulent qu'ils restent parce qu'ils ont du pouvoir auprès de lui. Tu sais, je veux dire, il y a un gouverneur qui est chum avec Biden, il peut se péter les bretelles et dire, bon, ben moi, j'ai l'influence sur lui. S'il y en a un autre, il n'y a plus d'influence. C'est pour ça qu'il y a des gens Il y a qui sûrement ceux qui veulent rentrer dans sa cour et d'autres qui n'entreront jamais dans la cour, mais ils sont utiles pour la votation. Et, somme toute, on protège ses arrières au cas où les démocrates prendraient le pouvoir. Mais on joue un coup de dé là, qui, en tout cas, je ne sais pas, mademoiselle pourrait nous parler des neurones qui se brûlent, qui se renouvellent et qui se renouvellent pas assez. Comment peut-on dire ça? Mais quand même, là, il a 81 ans. Tu disais que tu as 84 ans. Ouais. Manifestement, tu as plus d'énergie que lui. Puis d'ailleurs, dans l'analyse de Trump et Biden, le lendemain, les gens, là, tu voyais les reportages, ils disaient hey, Trump avait beaucoup plus d'énergie. Mais en même temps, les gens qui ont décortiqué ce qu'il disait, ils disaient tout et son contraire. D'un point de vue logique, là, ça n'est pas grand. Et souvent, il se contredisait puis il disait pas ce qu'il fallait qu'il voulait dire, même en vertu de son programme à lui. Ouais. Alors, il est peut-être énergique, mais il est peut-être tout aussi mêlé. Justement, parlons de ça. Là. Oui. Quand on vieillit, il y a l'énergie, mais il y a les idées aussi. Là, ça se structure, des idées. Oui, bien c'est sûr qu'on a une perte neuronale. On a toujours, de toute notre vie, autant de neurones qui se régénèrent que de neurones qui meurent, mais arrivé à un certain point, on a plus de neurones qui meurent que de neurones qui se régénèrent. Donc, c'est sûr qu'on a une atrophie qui se fait, puis ça peut mener à différents changements qu'on voit naturellement avec l'âge dans un vieillissement sain, où on va voir la plus grande plainte, ça va être de chercher ses mots, des fois de chercher les noms des gens. On peut voir un petit ralentissement aussi là, de l'acuité, de la capacité à penser rapidement. Donc ça, c'est des changements qui sont normaux, mais c'est sûr qu'il y a différents facteurs qui peuvent s'ajouter puis qui, là, vont contribuer à pouvoir des fois mener à des erreurs. Donc, on peut faire des oublis, on peut être plus facilement distrait. Donc, dans le cadre du vieillissement normal, là, on peut voir des petits changements, mais on demeure fonctionnel puis quand même assez efficace. Mais dans le cas de Joe Biden, oui. On le voyait, ils avaient divisé l'écran en deux, on le voyait la bouche ouverte, là, il regarde, on a l'impression qu'il ne savait pas trop ce qui se passait, là, et qu'il ne suivait pas. C'est comme si ça avait été trop vite pour lui. Oui, bien quand même, il arrivait à répondre à certains points. C'est sûr que les médias ont centralisé beaucoup sur des erreurs qu'il a faites. Ça, vous pourrez peut-être mieux commenter que moi, là, ces aspects-là. Mais bon, on voyait un certain niveau de fonctionnement. Il faut quand même comprendre qu'on est devant quelqu'un de 81 ans qui, bon, peut-être était sous l'effet du décalage horaire, mais était aussi dans une situation très anxiogène. Hein? Un débat politique, c'est pas aller souper au restaurant avec sa femme un soir normal. Là. Mais président des États-Unis, c'est pas une visite au restaurant non plus. Quand tu as décidé, on attaque-tu un pays ou, je sais pas, on dépense-tu tant de milliards, je sais pas. Oui. C'est pas un walk in the park non plus. Là. Non, absolument. Bien, c'est pour ça que ça demande un certain niveau de capacité. Puis on va voir certaines personnes qui vieillissent avec des capacités supérieures à la norme. Hein? On a parlé de Jeannette Bertrand, vous êtes un bon exemple, vous aussi, où on va voir les super aînés qu'on appelle. Puis il y a plusieurs études là, qui se concentrent sur ces super aînés-là qui ont un vieillissement qui est particulier, qui est particulièrement bon, qui est plus haut que la moyenne. Puis c'est pas la norme quand même. Donc quand même, on s'attend à ce qu'une personne de 81 ans puisse chercher un petit peu plus ses mots, d'autant plus quand elle est dans une situation anxiogène comme un débat politique. Alors, est-ce que M. Biden est un vieux ou c'est Trump qui est un vieux plus jeune parce qu'il a plus d'énergie? Comment vous voyez ça? Bien, comme vous l'avez dit aussi, je pense que Donald Trump n'est pas parfait. Il peut y avoir d'autres formes là, non, même depuis des mois, je regarde certains podcasts. Il y en a un qui s'appelle David Pakman. Puis à toutes les fois que Trump est mêlé, là, quand il se trompe de ville, il se trompe de président, des fois, il pense que c'est Obama qui est son adversaire.
Et il le souligne à grands traits aussi, donc c'est pas nécessairement toujours facile à cet égard-là. Absolument, c'est ça. Ça peut être des faiblesses cognitives qui s'expriment de manière différente, puis à des moments différents aussi, là. Mais c'est sûr qu'on s'attend à ce qu'un président d'un pays soit quand même à un très haut niveau fonctionnel. Alors, pour l'image, là, est-ce que c'est Absolument. mortel? Est-ce qu'il est blessé mortellement, M. Biden? Parce que c'est sa spécialité, là. Est-ce qu'on branding? Est-ce que, avant, Joe Biden équivalait le cas qui peut battre Trump? C'est comme ça qu'il se vendait. Il disait, moi, là, OK, j'ai mes défauts, etc., mais je vais battre Trump. Après, son passage au débat, ça dégringole. Donc, cette qualité-là n'existe plus. Est-ce qu'il est mort, donc, d'après vous? Dans l'aspect du branding, il y a un aspect d'identité de marque et d'image de marque. L'identité de marque, c'est la façon que la personne est perçue. Tandis que l'image de marque, c'est la façon que la personne est réellement perçue aux yeux des citoyens. Alors moi, mon questionnement, quand je l'ai vu, premièrement, je me suis dit, est-ce qu'il veut vraiment être là? Ah. Est-ce que ça y tente vraiment d'être là? Parce que moi, quand je rencontre... Mais là, je veux juste oui, faire une parenthèse. J'ai eu oui. exactement le réflexe. C'est vous à qui j'ai pensé? Non. À Claude Charron. Tu te souviens, Claude Charron qui est allé voler un manteau parce qu'il était tanné d'être ministre, puis il ne voulait pas être le successeur de René Lévesque, puis il avait cette pression-là, on le voyait comme le dauphin. Il est allé voler, puis dans son livre « Désobéir », qu'il a écrit des années après, il se dit « c'était un acte pour m'empêcher d'y aller ». Est-ce que Biden, ça peut être... moi, j'y ai pensé, en tout cas. Mais effectivement, parce que quand j'ai la chance, moi, de rencontrer justement des propriétaires d'entreprises, des entrepreneurs, des gens de la haute direction qui veulent se démarquer, donc moi, mon rôle, c'est de pouvoir leur créer un message. Donc, au point de départ, je pars d'eux. Je pars de leurs compétences, de leur expérience, de qu'est-ce qu'ils veulent vraiment faire. Et là, quand j'ai ça, j'en crée un message et je m'assure que la perception du message est bien reçue. Alors là, moi, ma question, ma réflexion, lorsque j'ai vu le débat, je me suis dit, premièrement, en tant qu'individu, en tant que personnage, alors, il faut aller chercher sa force, là. Il faut aller chercher là, toute la compétence, il faut la faire ressortir. Et là, où il y a eu le manque, selon moi, en l'observant, c'est l'aspect de la perception. Donc, nous, de notre côté, quelle a été la perception qu'on a eue en le regardant? On n'a pas saisi l'aspect de compétence. On n'a pas saisi l'aspect d'expérience. Donc, moi, mon questionnement, c'est son équipe à l'arrière, comment il s'est entraîné, comment il s'est préparé. Il devait certainement avoir un plan A, B, C. Où s'est rendu tout ça? Donc, il devait faire 8 jours d'entraînement à Camp David. Ça s'est réduit à 6 jours parce qu'il y avait d'autres obligations. Et il paraît qu'il y avait de la misère à se lever à cause du décalage horaire, qui commençait la formation à 11 heures et à 2 heures, il allait faire un somme, il finissait à 5 heures. Pendant 6 jours. Je ne sais pas pour la job la plus importante de la planète si c'était vraiment si intense que ça. On disait que c'était intense, mais d'après ce que j'ai lu, là, il y avait déjà des signes. Il y avait déjà des signes, mais au niveau de l'âge, je pense que ça va être intéressant de pouvoir en parler. Il y a l'âge biologique et l'âge chronologique. L'âge chronologique, c'est le chiffre. 30, 40, 50 ans. L'âge biologique, c'est comment on sent notre niveau d'énergie, la forme qu'on a. Alors, moi, il y a des gens que je rencontre, là, M. Lévesque, qui ont la trentaine, ils ont beaucoup moins d'énergie que moi. Comme il y a des gens que je rencontre, justement, comme M. Proulx, énergique, il a des idées, il veut changer les choses, il amène une vision, il le communique. Alors, qu'est-ce qu'on fait de l'âge? Et avec le recul, je me dis, là, il y a eu un accent sur l'âge. Pourquoi que ça allait dévier sur l'âge? Il y a énormément de choses à faire là, au niveau des États-Unis, on s'entend. Mais pourquoi qu'on met l'unique attention sur l'âge? Alors, il y a une réflexion à y avoir en sachant c'est quoi notre culture de l'âge. C'est parce que c'est sa faiblesse. Mais ça me fait penser qu'on recule un peu plus loin dans le temps. Ronald Reagan, on a décidé qu'il devenait président des États-Unis parce que c'était un candidat valable. C'était pas rien qu'un comédien de 3e catégorie et qui s'intéressait à la politique républicaine. Et il a dit, moi, je vais à la Maison-Blanche, mais je vais travailler 40 heures par semaine, pas plus. Dès le départ. Ouais. Et je pense que ça a été... on dit que c'est celui qui déléguait le plus, justement. Il disait, voici... Moi, là... Il disait, il s'est arrivé avec le Star Wars, là, le système là, intégré de défense autour de la planète. Il a dit, faites ce que vous voudrez, mais faites peur aux Russes. Puis il comptait avec ça, puis les Russes ont eu peur, puis parce qu'ils avaient déjà visité ça une fois, puis ils trouvaient que ça avait l'air d'un pays de patente à gosse. Alors il a dit, si on est très... On leur montre qu'on est très, très moderne, ils vont tomber, puis c'est exactement ça qui est arrivé. Mais revenons-en à messieurs Biden
et Trump. Si je me permets peut-être d'ajouter, il y a des avantages aussi à l'âge, surtout en lien avec la présidence, la politique, parce que quand on vieillit, on a un plus grand bassin de connaissances, on a un plus grand bassin d'expérience. Puis ça nous aide aussi à prendre des meilleures décisions on est face là, à des différentes situations. Puis c'est pour ça, des fois, qu'on va dire que les aînés vont avoir tendance à prendre des décisions qui sont plus sages. Mais c'est pas tant qu'ils sont plus sages, c'est qu'ils sont basés sur des prémices qui sont plus solides, qui sont plus fondées. Là. Mais est-ce qu'on peut avoir cette idée-là maintenant, après le débat? Mais même au niveau de la culture, il y a des cultures qui favorisent l'âge. Absolument. Si on identifie l'âge avec un chiffre, hein, on a tous vu là, le reportage sur Netflix là, qui est sorti, là, au niveau ils ont rencontré des gens très âgés dans d'autres pays, d'autres cultures. Ils étaient extrêmement en forme. Alors, ils les ont analysés, ils les ont observés à savoir qu'est-ce qu'ils faisaient dans leur vie. Alors, il y a des cultures qui encouragent l'âge par leur maturité, l'expérience de savoir, mais il y a des cultures que n'encourage pas l'âge. L'âge est un signe de faiblesse. Dans la société moderne, est-ce que, justement, la sagesse... Aussitôt que, je sais pas, nos enfants nous parlent avec l'ordinateur, ils font ce qu'ils veulent avec le téléphone, puis moi, je les suis pas là-dedans. T'as l'air d'un imbécile. Donc, être vieux, c'est comme un défaut par rapport à ça, là, par rapport à la maîtrise. Ça dépend de notre perception. Le débat sur l'intelligence artificielle, entre autres, il n'y en a pas été du tout question au débat. On a comme escamoté. Donc, on a deux gars qui ne comprennent pas c'est quoi, ça. C'est fondamental, c'est l'avenir de la planète. Là. Absolument. Et c'est question de perception, parce que justement, avant de m'en venir, j'ai demandé à ma petite fille de 8 ans, je lui ai dit, Mia, que signifie vieux pour toi? Et elle m'a dit, maman, quand on est vieux, on est presque mort. Oh. Alors j'ai dit, grand-papa et grand-maman, est-ce qu'ils sont vieux? Non, maman, ils sont très jeunes. Parce qu'ils ne sont pas près de la mort. Alors, voyez-vous la perception, comment on voit ça? Donc, je pense qu'il y a un aspect d'éducation, M. Proulx, et je pense que vous allez être d'accord avec ça, l'aspect d'éducation, l'aspect de la culture, qu'est-ce qu'on en dit? Et là, on a focalisé sur l'âge. Ouais. Donc, je pense que c'est un sujet qu'il faut aborder et il faut que, dans le fond, tout le monde a sa place. Mais Biden, en arrivant au micro et après avoir connu la leçon, la douche d'eau froide, psychologiquement, comme un bon boxeur, avant que la cloche sonne, le gars redevient le tigre, par obligation. Et l'assurance est 50% de ton succès. Alors, il n'y a rien eu de ça là, dans son... Contraire. Absolument. Et puis, de la culture, jamais il nous a fait voir, à travers les décennies, depuis qu'il est là aux communes et les voyages, pas aux communes, mais au Congrès et au Palais, voyons, Maison-Blanche, d'accumuler des expériences dans tel pays, tel autre, puis des tribus qu'il a visitées, puis des choses. Jamais. Il ne transpire rien en termes d'expérience humaine. Donc, c'est pas un gars intéressant. C'est un autodidacte qui délivre une marchandise qui est prescrite, quoi. C'est très intéressant, qu'est-ce que vous dites, que moi, quand je rencontre des propriétaires d'entreprises, des entrepreneurs, on n'aborde pas l'âge. Ils ont des idées, sont dynamiques. Et c'est parce que c'est le centre d'attaque. Les républicains, là, ils l'ont vu aller. Trump l'a vu aller pendant un an et demi, puis il a vu, c'est pas la première fois qu'il bafouillait, puis qu'il gelait, là, tu sais, il gèle, il parle, puis bon. Alors, c'est sûr qu'il s'est mis à rire de lui, là, quand il fait ses discours à travers le pays. Il appelle Joe Sloppy ou Joe fatigué, puis bon. Et arrive le débat, c'est là-dessus qu'il va cogner. Puis c'était tellement facile pour lui, à un moment donné, la clip là, qu'on a vue ad nauseam, oui, il bloque, là. Puis là, il veut parler de Medicare, puis il veut dire que, dans le fond, ils ont été bons, puis il dit, on s'est débarrassé de ça. Dans le fond, il a dit le contraire de ce qu'il voulait dire. Et c'est sûr que Trump fait juste dire, ouais, tu t'en es débarrassé, tu as tout fucké le système. Tu sais, je veux dire, il a prêté à flanc parce qu'il n'a pas été capable d'exprimer correctement. Il arrêtait ses phrases en plein milieu de ses phrases. Monsieur Lévesque, as-tu pratiqué avant? Il y avait une équipe. C'est certainement pas la première erreur qu'il fait. On le voit, là. On le voit avec le temps, là. Donc, quand tu es président ou quand tu es un président d'entreprise, tu as un comité, tu as un conseil d'administration, tu es entouré. Alors, moi, je me pose la question à savoir, ce comité d'administration-là, ces conseils, ces conseillers, c'est quoi leur plan? C'est quoi leur plan B? C'est quoi leur plan C? Où ils étaient-ils? C'est absolument... Et là, moi, je me pose la question à savoir l'équipe, parce que quand il va présider, là, il y a une équipe autour.
Mais l'équipe est où? Ils ont laissé ça à la naufrage. Et là, ça commence à complètement divaguer de notre côté. Là, les informations, ça commence à rentrer beaucoup sous le couvert de l'anonymat. C'est confidentiel parce que quand ils vont devant une caméra, les démocrates, ils disent « Hey, Joe, il est bon, on ne le laissera pas tomber. » Mais quand ils ont fini, ils disent aux journalistes « Hey, on a de la misère avec lui. » Donc, il y a ce que le journaliste rapporte parce qu'on lui dit anonymement des choses, puis ce qu'ils vont dire officiellement. Mais ce qu'on apprend là, de ces témoignages officieux-là, c'est que depuis quelques mois, depuis quelques années, il y a des hésitations, il y a de la difficulté à finir ses phrases, même il y a un bégaiement là, qu'il a depuis qu'il est tout petit. Mais au cours des derniers mois, il y a des gens qui disent aux journalistes « on le savait que ça empirait ». Puis c'était de plus en plus fréquent et de plus en plus inquiétant depuis 3 ou 4 mois. Ils le savaient. Alors, vous dites qu'ils pouvaient se préparer. La seule façon de se préparer contre ça, si tu le sais, il y en a d'autres qui disent « pourquoi un débat si tôt? Pourquoi un débat? Normalement, c'est un mois, 2 semaines avant l'élection. Pourquoi l'équipe de Biden a négocié que ce soit si tôt? C'est parce que peut-être, en tout cas, c'est des analystes qui disent ça, peut-être que la gang de la campagne, ils savaient qu'il était boiteux comme ça, puis ils savaient qu'il n'était pas capable de se défendre, puis ils se disaient, si il se fourre au mois de juin, on a 4 mois pour essayer de remballer les choses, puis c'est exactement ça qui arrive. Alors, tout ça, c'est des spéculations, mais ce que je veux dire, c'est que la différence entre le confidentiel, ce que les gens disent aux journalistes sous le couvert de l'anonymat, puis le réel, c'est 2 choses différentes. Ce qu'on sait, c'est que Biden, il est peut-être plus magané qu'on pense. Mais si on parle... Ce qu'il sait probablement, je m'excuse, ce qu'il sait probablement, c'est que ce gars-là, oui, je subis la pression. Quand le New York Times, je pense que c'est un journal très sérieux, hein, qui a dit que si on était dans ton entourage, on te débarquerait tout de suite. Ça prouve que là, il y a urgence en demeure. Et là, je quitte pour répondre à la pression, puis dire, bon, j'ai pas la capacité intellectuelle pour le moment, mais quant à moi, je l'ai, je sais ce qui je suis, puis je suis instruit, puis j'ai l'expérience de vie, est beau se dire ça. Une fois qu'il va rentrer dans ces terres, comment va-t-il ruminer sa place dans l'histoire des États-Unis? C'est ça, exactement. Et ça, c'est intéressant ce que tu dis, Gilles, parce que lui, il s'est pété les bretelles, il a dit « Je suis le seul qui a battu Trump. Je suis le seul qui est capable de battre Trump. » Là, les gens, ils ne veulent plus voter pour lui. Et tu vas le voir, là, entre 4 yeux, puis tu dis « Hey, Joe, si tu perds, là, ça va être de ta faute. Si tu penses que Trump, ça va être l'enfer, c'est la fin de la démocratie, c'est ça le discours démocrate, tu vas contribuer à ça parce que tu t'en vas perdant. Là. Tu vois les sondages, tu vas aller perdre. Mais là-dedans, il y a l'influence de la famille. Il paraît que c'est très, très important. Et moi, je me demandais s'il n'y a pas un déni dans la famille. Quand quelqu'un a l'Alzheimer ou quoi que ce soit, c'est difficile. Moi, je l'ai vécu avec ma mère. C'est difficile à recevoir, c'est difficile à comprendre, c'est difficile à accompagner. Est-ce qu'ils ne font pas du déni dans la famille Biden quand ils disent « Ah, on l'appuie encore et on veut qu'il continue » là? Bien, je me demande si c'est vraiment du déni de la famille ou plutôt, étant donné que toute l'équipe, tout le parti l'a mis de l'avant, bien là, la famille essaie de compenser pour ce qui se passe. Donc, souvent, quand on voit sa femme, là, on dirait qu'elle gigote plus qu'à l'habitude pour compenser son inertie de lui à côté qui dit rien. Elle va voir les foules, elle fait applaudir. Donc, on dirait que c'est elle qui fait le spectacle, mais comme pour compenser le revers, finalement, dont je pense qu'elle est plus consciente qu'on pense. Ah ouais, c'est intéressant. Évidemment, on n'a pas d'informations sur son dossier médical. Là. C'est fort probable qu'il ait été évalué, là, j'espère du moins. Là. Donc, elle doit avoir beaucoup plus d'informations que nous sur ce qui se passe pour lui, mais elle est prise un peu avec ça, à essayer de préserver son image. Mais c'est ça que je trouve très intéressant parce que, dans le fond, probablement, il faut qu'ils veulent être là en partant, mais en même temps, il y a un rôle de leadership dans tout ça. Il faut que les gens le suivent. Il faut que les gens soient attirés. Il faut qu'ils convainquent les gens. Il faut qu'ils inspirent les gens. Donc là, est-ce que son message est clair? Est-ce que son message est constant et consistant? Il y a un travail à faire à ce niveau-là. Et une question que je me suis demandée, je ne sais pas si vous avez remarqué la même chose lors du débat, c'est la façon que le débat a été fait. Vous parliez des journalistes tantôt. Normalement, il y a des questions, des réponses, des interactions entre les 2 participants pour pouvoir éclaircir les aspects. De Biden, comme vous voyez. Excusez-moi. T'es en train de faire du Biden. Mais l'aspect des journalismes, est-ce que vous avez déjà vu un genre de débat dont les journalistes ne font que poser une question, il n'y a pas d'interaction, ils passent à l'autre question? C'était la formule. Ils disaient, on s'est entendu, ils ont eu l'air fous, là, puis ils se sont fait montrer du doigt, mais eux autres, ils disent, c'était la formule.
Puis on n'était pas supposé de se mêler de ça, mais effectivement, ils auraient pu le faire, mais... Est-ce que la formule a suscité, justement, cet esprit de Mais la formule de était beaucoup à l'avantage de M. Biden. Ouais. Parce que quand il y a du public, Trump qui est craqué, puis il est habitué d'avoir... vraiment un showman. Et là, il n'y avait pas de public, c'était à la demande du président. Et même dans ces conditions-là, il n'a pas performé. Alors. C'est ça. C'était assez cadré comme format, là. Il pouvait se préparer d'avance pour performer, puis c'est pas arrivé. Moi, j'ai vu quelqu'un de très fragilisé, là. Puis je pense pas qu'il y a 4 ans, il y aurait eu la même performance, là. Donc, on sent qu'il y a quand même un déclin, là. Avoir été dans sa culotte, moi, j'aurais préparé des... Je sais qu'ils vont me poser une question sur ceci, cela, etc. C'est ça. Mais de carabiner des phrases d'une minute et demie, et voilà. Mais c'est ça qu'il n'était pas capable de faire, Gilles. Pas du tout. Il était là, puis il regardait la caméra, puis il a la bouche ouverte. C'est comme si Trump avait puis Mais lors de la il n'avait pratique- pas le temps de répondre. Tu as fait des entrevues avec Jacques Parizeau. Moi, j'en ai fait avec Jacques Parizeau. J'avais 27, 28 ans, j'étais baveux. C'était tellement facile à déstabiliser Parizeau, parce que Parizeau, il parlait lentement et il respirait. Aussitôt qu'il respirait, t'embarques dedans. Je suis en effet très heureux. Ah, vous êtes heureux, mais pas... Tu sais, c'était facile. Là, c'est Trump qui a fait l'inverse. Là, il parlait, puis il te le squeezait tout le temps, puis lui, il était là. Il n'avait pas le temps de répondre. Et s'il avait eu toutes ses facultés, les facultés qu'il avait à 50 ans, il l'aurait squeezé, puis il aurait répondu, mais il ne l'a pas fait. Alors, maintenant, qu'est-ce qui peut arriver, là? Il y a Kamala Harris qui est vice-présidente. Il y a des scénarios, on dit, il pourrait débarquer, laisser la place à Kamala Harris. D'autres disent, bien, Kamala Harris n'a jamais été populaire, quoique dans les sondages, est un petit peu meilleur que lui, que Biden actuellement. Il faudrait avoir une convention, parce que la convention, généralement, c'est pour couronner le gars qui était président avant, là, et c'est lui qui devient le candidat démocrate. Là, on aurait une vraie convention, comme nous autres, là. Tu sais, je veux dire, il y a 3 ou 4 candidats avec des pancartes, premier tour, deuxième tour, etc. Est-ce que c'est une bonne idée à ce stade-ci? Parce que c'est comme donner le trône à Trump, là. Je veux dire, ils vont chicaner. S'ils chicanent pendant 4 mois, puis ils disent « Toi, t'es pourri, non, je suis pourri, toi, t'es pourri », puis bon, Trump, il a juste à laisser faire, puis that's it. Quoi qu'il advienne, je pense qu'il est trop tard, même si on trouve un candidat merveilleux, et puis on avait le fils de Robert Kennedy, bon, c'est déjà éliminé. Le gars en question ou la fille qui peut paraître Mme Matamor ou M. Superman n'aura peu de temps parce qu'il y a tellement de multitudes de dossiers à développer et à défendre dans un débat par rapport à l'autre, qui est un spécialiste de la carabinade, quand même, il faut lui donner ça, quel que soit son âge. Le sens du spectacle, c'est très important. L'image qui vaut 1000 mots. Et ça, Donald Trump emmagasine bien ça. Ouais. Moi, ce que je trouve extraordinaire chez Donald Trump, ça fait 4 ans qu'il mange des volées, puis des douches froides, puis des bêtises, puis des caricatures, et il neutralise la critique constamment. Comment est-ce qu'il fait pour dormir? Il est d'une force intellectuelle, peut-être pas de l'intellectualisme de culture universelle, mais il est d'une force psychologique que ce gars-là ne l'empêche pas de dormir. En tout cas, c'est la force de sa base qui fait. Il est t'es au un sûr. voleur des impôts, t'as fait ci, c'est grave, n'importe quel autre premier président, se serait tiré une balle. C'est ça, mais la base est toujours derrière lui. Alors, mais c'est ça qui est sa force, c'est d'avoir cultivé ce culte de la personnalité-là qui fait qu'il peut s'en sortir indemne tout le temps. Donc, Mme Harris, tu la vois là? Parce qu'on dit que les donateurs, ils ont donné de l'argent à Biden. Ils ont donné, c'est pas loin d'1 milliard. Tu donnes un milliard à un gars, le gars dit « je ne me présente pas ». Ça ne veut pas dire que tu vas donner ton milliard aux autres. S'il y a une course au leadership, ils ne sont pas sûrs de l'avoir. Ils seraient à peu près sûrs de l'avoir à Kamala Harris parce que Kamala Harris est dans le ticket de la campagne. C'est le ticket Biden et Harris. Donc, elle pourrait est-ce qu'elle peut gagner? Moi, j'en doute. Elle n'a pas fait ses preuves jusqu'à maintenant. Moi, je suis sûr que non. Quelques éclats. Belle fille dynamique. Mais est-ce que ça suffit? Quand tu as affaire à un tigre devant toi et qu'il y a des arguments démagogiques, mais ça passe. Je doute beaucoup. Peut-être qu'elle permettrait d'enregistrer un score au niveau du vote universel un peu plus élevé. Mais rien de plus. On s'entend que les possibilités qu'elle gagne sont à peu près minimes si elles ne sont pas à zéro. Alors lui, il reste pour cette
raison-là aussi. C'est bien beau l'orgueil, c'est bien beau la famille, c'est bien beau les autres démocrates, mais il se dit, si je laisse ça en plan, je perds. Alors, comment on peut, pour une personne qui a les faiblesses qu'on a constatées au débat, comment on peut le sauver, là? Est-ce que intellectuellement, il y a moyen de tricher pour qu'il ait l'air plus en forme? Ou... Non. Non, ça se... Non, malheureusement, on n'a pas là, de potion magique encore. Parce que quand tu es au télésouffleur, là, il parle au télésouffleur, il est enthousiaste, puis sa voix est claire, puis aussitôt que, il faut qu'il improvise, il n'est pas capable. Oui. Bien, c'est sûr, le télésouffleur, moi, ça ne me perturbe pas. Là. J'entends beaucoup dans les médias là, que s'il n'est pas capable de faire un discours avec un télésouffleur, c'est problématique, mais en fait, ça permet simplement de peut-être compenser pour ses pertes de fil, pour la difficulté à récupérer l'information dans sa mémoire, mais ça ne fait pas de lui une personne qui n'est pas capable de prendre des bonnes décisions, qui n'est pas orientée là, dans ce qui se passe sur le plan international, qui n'aurait pas un bon jugement, etc. Là. Donc, le télésouffleur, pour moi, là, c'est juste un moyen qui peut l'aider à peut-être préserver son image de leadership, mais pour peut-être des petites fragilités cognitives, mais il pourrait très bien assumer un rôle de présidence malgré ça. C'est ça, c'est pas la fin du monde. Non, exactement. Okay. C'est important de le souligner. Et du point de vue de la marque, là, est-ce qu'on peut la sauver, la marque Joe Biden? Mais là, le temps compte, là. Le temps compte, là. Alors, au niveau de leur gestion de leur crise, je ne sais pas comment ils ont planifié ça, mais là, on perd du temps. On perd du temps parce que là, on défocalise l'importance du débat, on le redirige vers l'âge et on continue là-dessus. Donc là, il faudrait changer un peu la stratégie pour s'assurer de revenir sur la présidence. Hein? Son expérience, sa compétence, ses réalisations, l'homme, mais encore là, il faut qu'il le sente, il faut que ça vienne de lui. Parce que moi, j'ai déjà rencontré un propriétaire d'entreprise, puis il me disait « Ah, cette personne-là, là, j'aime beaucoup ce qu'il dégage, j'aimerais ça lui ressembler. » On ne peut pas ressembler à quelqu'un, il faut partir de soi. Donc, cette personne-là, comme vous dites, avec le souffleur, oui, mais en même temps, il faut qu'elle dégage, il faut qu'elle le sente. Il faut qu'il y ait là, une émotion reliée à ça, un vouloir. Et c'est là qu'il y a une distorsion là, entre le message qui est dit et le personnage. Il faut que le personnage assimile le message. Et là, il y a un manque, là. Il y a un manque. Donc, c'est là que la perception, on commence à sortir toutes sortes de choses, toutes sortes de raisons, mais là, il va falloir qu'il ramène le débat à l'essentiel. Là, la stratégie, c'est de le faire sortir. Il n'a pas parlé là, depuis une semaine. On l'a vu une fois là, pour commenter la décision de la Cour suprême. Puis après son débat aussi, mais c'était deux interventions formatées au télésouffleur. Il n'a pas pris les questions après. Là, il s'en va répondre aux questions de Stéphanopoulos à ABC et il va se faire brasser. C'est un journaliste qui est capable de brasser, là. Le gars est bègue, déjà en partant, il se met, tu sais, aussitôt qu'il est nerveux, il bégaye plus. Il doit être shaké. Je comprends que, tu sais, je veux dire, il y a de l'expérience, mais parce que dans 90 minutes, il a perdu 6-7 % de vote. Oui. Et là, il s'en va là, puis il dit, c'est l'avenir, mon avenir à moi. Puis s'il croit à ce qu'il dit, là, c'est l'avenir de mon pays. Peut-être qu'on va être une dictature si c'est Trump. C'est comme ça qu'il raisonne. Ouais. Si c'est Trump qui passe, c'est fini, c'est la dictature. Imagine-toi la pression que le gars va avoir à répondre. T'sais, parce que là, ça va aller vite. Là. On disait qu'il y a eu de la misère avec Trump. Là. Stéphanopoulos, c'est un intervieweur. On a fait ça. On sait comment ça marche. Là. Poum, poum, poum. Mais oui. Si tu veux le clencher, tu vas le clencher. T'imagines-tu comment il va t'énerver avant de rentrer là? Ça va y prendre bien de la méditation transcendantale ou je ne sais pas quoi. Effectivement, c'est ça. Et il devrait se dire, je suis cuit d'avance. Mais s'il se dit ça... Entre-temps, on est à quoi, là? En novembre, on a 6 mois, même pas 6 mois, moins de 6 mois. Je suis persuadé qu'il y a une machine à publicité, et vous connaissez l'image, qui ont déjà préparé des messages pour la radio et la télé pour vendre Biden ou vendre Madame ou vendre un autre candidat, on ne sait plus. Imagine-toi la somme de millions de dollars qui vont aller au panier s'il faut que ce gars-là, j'abandonne, je suis plus le gars de... la situation. Puis j'entendais dans des reportages, il y a des citoyens qui s'exprimaient, puis ça veut pas dire... Il y a des gens qui... J'entendais des femmes qui étaient interviewées en Alabama, puis il y était une dizaine, puis il y en a 2 qui ont changé de point de vue à cause de ça, mais il y en a 8 qui disaient « J'ai pas aimé ça, l'attitude de Trump, on voyait que c'est un monsieur mêlé,
Puis il l'a cogné pareil. J'ai pas aimé ça, puis ça m'a renforcé à vouloir... Ah oui. Et on dit que les électeurs, et c'est pour ça qu'ils attendent 10 jours. Normalement, 10 jours après, ils ne s'en rappellent plus. Il y a comme un oubli de l'électeur, et on table sur le fait que les gens auront oublié. Maintenant, ça ouvre une réflexion sur nous autres, là. Quand est-ce qu'on prend nos retraites? Parce que moi, j'ai arrêté mon émission, puis je continue à travailler, là. Oui. Puis, des fois, je trouve que je serais bien chez nous les deux pieds dans la piscine plutôt que de venir. Mais en même temps, des fois, quand je suis trop longtemps les deux pieds dans la piscine, je me dis, ouais, mais, tu sais, je vais-tu rouiller, là? Tu sais, je lis un livre. Quand est-ce qu'on arrête de travailler? Quand est-ce qu'on s'encroute? Quand on voit un gars de 81 ans qui fait face à une pression immense d'être le gars le plus important de la planète, puis là, on a l'impression qu'il est en train d'imploser, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que lorsqu'on a eu le congrès de Women Presidents Organization, il y a Jim Collins qui a écrit Good to Great et d'autres ouvrages impressionnants. Et dans la salle, à un moment donné, il y a eu une question concernant la retraite, concernant le fait de vendre son entreprise. Et lorsqu'il a parlé, tout le monde écoutait. Et qu'est-ce qu'il a dit à ces dames-là, dans la salle, propriétaires d'entreprises qui gèrent quand même plusieurs millions de dollars? Il a dit, pourquoi vous voulez vendre? C'est vous. C'est vous que vous allez vendre. Alors, c'est quoi la raison pourquoi vouloir vendre? Donc, vous allez perdre une partie de vous là-dedans. Donc, moi, je trouvais ça très intéressant comme raisonnement parce que la retraite, c'est quoi la retraite? Quand tu es entrepreneur, là, t'aimes qu'est-ce que tu fais. À chaque jour, t'aimes qu'est-ce que tu fais. Oui, tu as des défis, oui, tu as des difficultés, mais tu as un mode de vie que tu fais qu'est-ce que tu aimes. Et vous pensez que quelqu'un qui arrête complètement tout d'un coup, ça peut le shaker à être pas les très bon histoires pour la à santé? succès que j'ai autour de moi, c'est des gens qui se sont préparés à la retraite, qui n'avaient pas juste le travail, mais qui avaient des passe-temps, il y avait d'autres intérêts, et ils ont développé ces intérêts-là et ils ont diminué tranquillement leur travail. Donc, ça a demeuré en vie. Ils ont trouvé des éléments à laquelle ils sont passionnés, ils aiment ce qu'ils font, ça les stimule, ça les engage. Et au niveau des personnes d'un certain âge, qu'est-ce qu'ils aiment aussi, c'est être en contact aussi avec les plus jeunes. Voir du monde. Voir parce que, des gens. Moi, j'en connais des personnes âgées, elles ne voient pas un certain nombre de jours d'affilée du monde, puis tu les vois, oups, elles vont se répéter. Mais imaginez... Si tu les vois tous les jours, elles ne se répéteront pas. Imaginez qu'est-ce qu'on perd. Qu'est-ce qu'on perd comme expérience? Alors, du point de vue du cerveau, c'est-tu si important que ça? Moi, je me souviens, je faisais des entrevues régulièrement avec un médecin français, le Dr Salman, qui a écrit un tas de livres à succès, puis qui disait « Ne prenez jamais votre retraite. La retraite, c'est la mort. » C'est vrai, ça? Oui, je suis assez d'accord avec Tant que ça. Puis il y a quand même beaucoup d'études qui se sont penchées sur la question puis qui démontrent que, en fait, l'important, c'est de rester actif. Donc, que ce soit de rester au travail, d'avoir des projets, de faire un plan de retraite, mais l'important, c'est de rester actif, physiquement et cognitivement. On sait que c'est surtout l'aspect physique qui va avoir un impact, donc faire de l'activité physique, du sport, la marche, n'importe quelle activité physique qu'on aime, qu'on est capable d'intégrer régulièrement dans notre routine quotidienne, c'est la chose à retenir, mais aussi la stimulation cognitive, puis surtout avoir du plaisir. On le sait, faire des activités plaisantes va avoir beaucoup plus de bénéfices pour le cerveau. Donc, si le travail commence à être un problème, une source d'anxiété, une charge, une pression, bien, vaut mieux peut-être orienter nos activités vers autre chose, puis prendre notre retraite, mais pas arrêter de faire. Mais il y a aussi se sentir utile, non? Oui, Parce absolument. Que je suis quelqu'un, moi, qui sait continuer d'être actif, s'occupe de ses petits-enfants, Faire du fait bien bénévolat. sport, mais il dit, écoute, j'aime pas ça, je me sens pas utile. Je me sens OK, utile mes petits-enfants que je vois, mais là, il y a toujours une job significative, là, puis il dit, je me sens inutile. Bien, faire du bénévolat, c'est souvent un bon moyen pour demeurer là, avec ce sentiment-là d'utilité au quotidien. Mais il y a d'autres moyens aussi. Là, on peut décider de prendre notre retraite de notre carrière, mais d'aller travailler au BMR. Hein? Il y a quelqu'un qui parlait de ça tout à l'heure. Donc, on en voit là, des aînés qui vont juste recycler vers un autre type d'emploi qui est moins anxiogène, qui a plus de liberté au niveau des horaires. Ils trouvent un certain plaisir, ils se sentent utiles, mais ils restent actifs. Donc, on a la réponse pour Joe Biden. Il faut qu'il aille travailler dans un BMR. Bien, il pourrait être consultant, par exemple. Je pense ça... qu'il y a toute son expérience qui pourrait être très utile là, pour le conseil, pour les futurs politiciens. Là. Donc, mais là, lui, il se voit comme le gars
le mettre au garde-robe puis de fermer ça, là, on veut pas ça non plus. Là, il est boss, c'est le pays le plus important de la planète. Gilles, comment t'as fait là, à 84 ans? Tu aurais pu dire j'arrête, that's it. Après l'émission à laquelle j'ai participé à ton émission de retraite au 98.5. Moi, je pensais que t'en allais, je sais pas, tu voyages encore autant qu'avant. Oui, j'avais fait un autre tour du monde. Et ça allait tant et aussi longtemps que je voyageais. Sauf que notre milieu en est un de mesquin et très restreint. Et travailler dans les médias, c'est toi qui se vends. Mm-hmm. C'est toi qui es l'entreprise. Voulez-vous m'acheter Gilles Proulx ou Mademoiselle ou toi? Alors, il n'y a pas beaucoup d'acheteurs. La structure de la... J'aurais aimé, par exemple, je participe à Cube. Là, je te sors des exemples quand j'étais en Corée du Nord. Ah! Mais normalement, je suis allé en Corée du Nord, je suis allé au Yémen. On devrait m'utiliser et dire, on va-tu faire des émissions de découverte du monde? Impossible. Non, c'est pas dans la structure de notre émission. Alors, ça me froisse beaucoup. Est-ce que c'est parce que tu te sens inutile à ce moment-là? Tu sais que tu as développé cet intérêt-là, cette compétence, puis qu'on ne s'en sert pas? Exactement, ça en est frustrant. Mais par contre, je compense, je trouve, et c'est mon obsession, de vouloir être actif et travailler. Alors, mais tu aurais pu t'asseoir, là, tu as gagné des bons salaires à la radio. C'était quoi ta motivation de continuer là, après ça? De rester en vie. Ah oui, tant que ça? De laisser mon nom au moins en souvenir. Je ne veux pas devenir un Denis Lévesque en gros néon à Las Vegas comme lui. Ici, Denis Lévesque! Avec Céline Dion. J'ai trouvé des échappatoires, des conférences. Et je fais quand même encore une trentaine de conférences par année. Ah ouais? Histoire du Canada, Québec, histoire, et puis des voyages impossibles. Par exemple, j'ai fait 13 Noëls dans le monde. Ah, c'est fascinant, 13 Noëls dans le monde. Je suis allé dans des Noëls, dans des tribus, et puis chez des gens, des musulmans. Comment ça se passe un Noël chez les musulmans qui n'ont rien à voir? Alors, il y a toute cette curiosité. Je pense que si tu n'avais pas fait ça, tu serais mort. Je serais plus enragé. Alors que là, on a un vieux sage. Vous écoutez ces bandes quand il y avait 50 ans. Ce sont trop des jeunes femmes pour connaître ça, mais Gilles était une bombe atomique sur deux pattes. Là. Je veux dire, c'était épeurant. Là. Mais pour la vie en général, là, de ceux qui arrêtent, on a parlé d'utilité, on a parlé de se sentir actif, mais il y a des gens qui vont travailler ailleurs. Puis avec la pénurie de main-d'œuvre, on a besoin de gens. Absolument. Quand tu as été, je ne sais pas, tu as été patron à quelque part, puis tu t'en vas chez BMR parce que tu aimes la construction, c'était ton hobby. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est stimulant pareil? Est-ce que l'occupation intrinsèquement, c'est bon? Oui, et puis en plus, ça enligne l'horaire occupationnel qu'on appelle. Donc, la personne, elle doit dormir à des heures régulières, elle va se lever pour aller travailler, elle va se préparer, elle va avoir une hygiène de vie qui est beaucoup mieux qu'une personne qui reste à la maison à rien faire, qui va se lever à des heures inégales, qui va manger n'importe quoi, qui va pas faire du sport, qui va pas avoir un horaire. C'est à ce moment-là où on va vraiment avoir un déclin là, qui va se produire. Le cerveau va avoir un impact vraiment important, autant sur la sphère physique que sur la sphère cérébrale. Là. Donc, d'avoir un horaire occupationnel en faisant un travail, du bénévolat, des activités qui sont régulières, on va voir que ça a vraiment un impact pour cadrer. L'encadrement, oui. Je me souviens, un de mes chums qui a pris sa retraite, ça faisait peut-être un an et demi que tu as la retraite, je lui demandais comment ça va. Ah, j'aime ça, c'est super le fun. Je parle à sa blonde, à Paul, je dis comment ça va, sa retraite? Elle dit, je trouve ça terrible. Il était à 3 heures en robe de chambre, 3 heures l'après-midi, il regarde entrée principale à Radio-Canada. Exactement. Je veux dire, l'hygiène de vie en prend un coup. Puis lui, il avait une job là, hyper stressante, alors. Oui. Donc, le décalage est important. Puis là, c'est là que le cerveau, on va voir qu'il va y avoir des maladies qui vont s'installer. Là. Donc, est-ce que la maladie est vraiment une conséquence possible de ça? Oui, absolument. On le voit, il y a une relation directe, là, vraiment. C'est pour ça qu'on encourage les gens à maintenir une bonne hygiène de vie, bien dormir, bien s'alimenter, bouger, vraiment avoir un horaire qui est plus standard puis qui reste actif. C'est ça qui va avoir un impact sur maintenir un bon fonctionnement cognitif à long terme. Là. Donc,
Ça a été reproduit 1000 fois dans les études, partout dans le monde. Et toi, Gilles, as-tu une routine? Non. Non? Mais j'ai un horaire. Ben, tu te lèves toi à la même heure, Oui, à peu près. Là, ouais. Mais je lis comme jamais, je lis 2 livres par semaine. Ouais. C'est ma compensation. Parce que je pourrais travailler plus, mais on ne me veut pas. C'est un joueur qu'on ne veut pas. Ben moi, Gilles, là, j'en lis 2 ou 3 par semaine. Ça fait des années. Si je m'en vais à la retraite, puis j'en lis 4, 5, 6... Ben, trop vite, je veux dire, ça change pas. C'est un à côté. Ça peut pas être l'essentiel de ma vie, lire des livres. Mais qu'est-ce qui est important aussi, c'est de vivre sa vie et cesser de la rêver. Il y avait un philosophe qui avait dit ça. J'avais été très attirée par cette citation-là, parce que il faut profiter de la vie, il faut arrêter d'attendre. Et c'est ça le problème avec le mot retraite. On travaille en attendant. On attend tout le temps. Pourquoi qu'on attend? On perd du temps. Pourquoi qu'on ne le fait pas maintenant? Bien, c'est à nous autres à recéduler notre horaire. Quand je rencontre des gens, je leur demande, c'est quoi votre passion? Qu'est-ce qui vous fait triper? Puis on se rend compte qu'il y a un lien vraiment avec la passion de l'individu et qu'est-ce qu'elle fait. Alors, c'est ça, là. Il faut que les gens, quand ils travaillent, qu'on vienne les chercher, c'est pas juste l'aspect monétaire, l'aspect statut. Il faut vraiment l'aspect du titre, c'est vraiment l'aspect d'être à la bonne place, de se développer et de se diversifier. De plus en plus, on voit des gens, justement, qui font pas juste le même travail. Ils ont plusieurs types de travail. Puis, au niveau des personnes, justement, puis ça me touche beaucoup quand vous parlez comme ça, parce que les personnes qui ont de l'expérience, on les optimise pas comme il faut. Moi, j'ai toujours dit, une personne, un bébé, un enfant devrait être associé à une personne plus âgée. La personne plus âgée se sent utile, un partage de connaissances, ça le fait rire, il rentre dans le bonheur, il se rend là, dans la spontanéité, le moment présent. Et l'enfant, lui, bien, il apprend. Peut-être qu'il va éviter de faire des erreurs, probablement inutiles. Donc, il va y avoir un échange de savoir. Et là, actuellement, on ne l'a pas. Et comme vous dites, moi, je pense que c'est important d'avoir des tribunes pour l'exprimer, le fait que vous voulez faire ça, vous voulez demeurer actif et vous demeurez souple dans les sujets à laquelle on veut vous inviter. Et c'est là qu'on va pouvoir créer du multigénérationnel. Moi, ce que je trouve inspirant dans ton parcours, Gilles, parce que moi, je suis rendu là. Je me suis toujours défini comme un animateur de radio, puis après ça, animateur de télévision, puis je ne sais plus, là, tu sais, je fais ça, mais je veux pas le faire à temps plein, parce que c'est trop d'ouvrage. Puis tu avais une palette très large et qui n'est plus là à l'écran, et ça paraît. Ben, mais en tout cas, peu importe. Moi j'irais, il me rappellerait pour dire, viens travailler 5 jours par semaine, 42 semaines par année. Je dirais, non, ça ne m'intéresse pas. J'espère que tu dirais 3 jours, 2 jours au moins. Non, mais peu importe, ce que je veux dire, c'est que je me suis toujours défini comme ça. Tu as réussi à te définir un peu plus comme un historien, ou en tout cas un féru d'histoire, puis écrire des livres là-dessus, puis aller donner des conférences, voyager en fonction de ça. Donc, comme vous disiez tantôt, il s'est réinventé. J'ai de la misère avec ça, moi. Je ne sais pas trop comment me réinventer. J'ai des chums qui font de la construction. Ils ne faisaient pas ça pantoute, puis ils sont rendus là-dedans. Mais il n'est pas trop tard. Ça m'intéresse pas. Il Ça n'est m'intéresse pas trop pas, tard. la construction. J'ai fait de la retraite pour aller me cogner un clou. Mais tu veux pas aller gratter la patinoire à Humphrey Magog? Pas pantoute, je pourrais bien tenir la pelle. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un gros défi. Puis en même temps, ben, je pense à ce maudit Salman-là qui me disait « La retraite, c'est la mort. » Tu sais, ben, tu sais, mais c'est il là veut être que... actif. C'est ça qui est difficile, de trouver un équilibre. Oui. Mais il faut avoir un moment d'arrêt pour y penser, ça. Ouais. Puis il faut que vous l'organisiez, votre temps d'arrêt. Quand il y en a qui disent, moi, je m'en vais faire une retraite là, pour organiser mon année. Si la retraite de 2-3 jours n'est pas organisée, là, on va le passer autour d'un café, on va regarder un film, on va regarder une série. Il faut l'organiser, notre vie. Donc, si on crée des plans, des retraites stratégiques d'entreprise aux 3 mois, pourquoi qu'on ne le fait pas une fois par année pour nous? On s'assoit 2 heures, pas de télé, pas de téléphone, rien. Devant notre livre, on a un plan et on remplit ce plan-là pour savoir qu'est-ce que j'aime faire. Moi, des fois, je fais des choses le lendemain pour pantoute. Mais au moins, vous faites une liste. Et dans cette liste-là, ça vous permet au moins d'énumérer. Puis ça vous permet aussi peut-être d'avoir des discussions entre amis. Dire, regardez, moi, j'ai le goût de me réinventer, j'ai le goût de faire d'autres choses. Où vous me voyez? Comment, si, dans 5 ans, où vous me voyez? Quelle capacité, quelle force que j'ai pas mis en application, de jaser avec les gens. Et c'est là qu'on apprend beaucoup à se connaître. Ouais. Il y a des groupes, d'ailleurs, de préparation de retraite, là, où justement les gens vont partager leurs idées. Puis des fois, on pense pas que, peut-être j'aimerais ça apprendre à jouer du banjo.
des choses comme ça. Il n'est jamais trop tard pour apprendre des nouvelles choses, des nouvelles procédures, des nouvelles habiletés. Puis on n'y a pas pensé, mais en discutant avec d'autres, bien là, on arrive à générer justement ces idées-là qui peuvent nous intéresser. Il ne faut pas se limiter. Il ne faut pas se limiter. Non, mais c'est ça le problème. Peut-être pour la patinoire, ça serait une excellente idée. Il ne faut pas se limiter. Mais quand tu t'es défini toi-même, quand dans ton miroir, tu étais quelqu'un... Je pense, en revenant aux Américains, toute une gang de vieux politiciens, là. Oui. Mais quand tu sais, le président du Sénat, là, chez les Républicains, il gelait. Tu sais, puis il est arrivé 3-4 fois, il y a 81, 2, 3, puis va-t'en chez vous, là, c'est assez. Biden, on dit qu'il est plus capable, mais toute la gang, c'est comme une gérontocratie. D'ailleurs, je trouve que le système américain est en train de montrer sa faiblesse. Ça prend tellement de milliards, c'est tellement conservateur dans ce domaine-là, que ça me fait penser à l'Union soviétique des derniers bouts. Tu te rappelles? Brejnev, Andropov, Tchernenko, tu as toute une gang de vieux, ça leur prenait des couches pour aller siéger. Ouais. Je veux dire, et puis les Américains commencent à raisonner comme ça. Ils ne sont pas capables de se renouveler. Pourquoi? Parce que c'est au-delà du pouvoir. Là, ils sont dépendants du pouvoir. Ils se sont définis toute leur vie comme ça. Là. Mais quand il n'est pas capable de s'en aller chez lui, probablement qu'il se sentirait inutile. Probablement qu'il se dirait, bon, ben moi, je ne suis plus rien parce que j'étais au Sénat toute ma vie, puis j'ai plus de pouvoir. Tu sais, je veux dire, c'est ça, la réinvention, c'est compliqué. Monsieur Lévesque, être leader, c'est savoir quand on ne l'est plus, non plus. Ah. Il faut savoir, justement, quand on n'est plus apte à faire le travail. L'humilité est très importante chez nos dirigeants. Dire qu'ils ont réalisé beaucoup de choses, à un moment donné, ils voient qu'il y a des éléments que peut-être qu'ils sont moins dans leur talent, donc ils développent moins cet aspect-là. Puis à un moment donné, bien là, ils décident de prendre la décision. Donc c'est comme un athlète olympique, hein, qui prend la décision après s'être blessé maintes et maintes fois, par humilité, même si ses fans, même si ses commanditaires le tiennent, par humilité, décide de se retirer. La notion d'humilité, la valeur d'humilité, M. Proulx, pourriez nous en parler beaucoup, c'est extrêmement important. Tu as toujours dit que Trump, il avait la tête enflée, il passe pas dans la porte, tout est en rapport avec son ego, il fait un ego trip, puis tu as dit, je me suis présenté contre ça parce que c'était dangereux pour le peuple américain, là, d'après son raisonnement. Toi, là, on dit que tu vas perdre, puis que tu vas faire élire celui que tu juges dangereux parce que tu es trop orgueilleux, tu ne veux pas débarquer, tu n'as pas l'humilité de dire qu'il faut que tu débarques. C'est là que l'importance d'être bien entouré. Mais sa femme n'a pas l'air très humble non plus, à cet égard-là. Ça, c'est une autre chose. C'est ça qui arrive. Ouais. Comment tu vois la suite des choses aux États-Unis? Penses-tu que Biden a des chances de rester président ou c'est fini, c'est Trump nécessairement? Moi, je pense qu'il va finir par s'éclipser et on va un peu plus loin que ça. Comment allons-nous voir les États-Unis et le monde dans le concert mondial avec la géographie qui craque actuellement? Moi, je suis bien persuadé, j'ai 84 ans, si je vis 5-10 ans encore, je vais peut-être avoir le temps de voir la boule de terre avec une redéfinition, avec ce qui se passe avec la Chine, avec Formose, avec l'Iran et son potentiel nucléaire. Le nombre de pays qui ont des feux nucléaires, ça fait peur et il va arriver certainement quelque chose qui va faire que les enjeux Est-Ouest ne seront plus les mêmes. En tout cas, partout, la droite est en train de triompher, que ce soit en France, aux États-Unis, sauf en Angleterre, où là, c'est les travaillistes. Alors, les Anglais vont peut-être... Ils ont toujours été dans le sens contraire, les Anglais, la preuve. Ils ont encore des livres, ils n'ont pas de... Ils ont encore des miles, ils ont pas de kilomètres. C'est vrai. Ils ont le volant à côté, alors comme le monde entier, non. Mais... Alors, je vais terminer. Toi, tu es le plus vieux. Tu nous dis que ça va brasser, ça te fait peur. Les plus jeunes, conseillez-nous les plus vieux. Là. Moi, je n'ai pas l'âge de Gilles, mais je m'en vais vers où il s'en va, puis je ne sais pas quoi faire. Alors, ça me prend un conseil en terminant. Continuer à faire des podcasts? Je parle, peut-être pas, on verra, parce que vraiment, c'est une crise existentielle actuellement que je vis, que tu as vécue. Parce que je me rappelle qu'à un moment donné, Gilles, il était comme tu étais out des médias. Tu avais fait une coupe de niaiseries. Tu avais dit 2-3 affaires qui n'avaient pas grand bon sens, puis tu n'avais plus le droit de travailler dans les médias. Puis je t'ai appelé, puis j'ai dit, tu reviens-tu? Tu veux-tu revenir? Puis j'avais parlé à Serge, le boss, puis à d'autres, puis j'avais dit, je me porte garant pro, il va venir, il va nous faire un bel job. Puis tu es revenu à ce moment-là. Ouais. Tu aurais pu rester...
Mais tu voulais revenir quand même. Ben, j'ai été même reconnaissant, je l'ai dit publiquement, et encore dans un livre qui va être publié quelque part cet automne. C'est un gars qui me fait un portrait, là, puis c'est un amant d'histoire, puis il m'a découvert le Midi. C'est là que je vois l'impact. Par exemple, là, ça me stimule. L'autre jour, je vois Jean Pascal. Ah, Jean Pascal, un gars qui a 39 ans. Un boxeur. Un boxeur, un grand boxeur. Et puis qui va aller au mondial, puis ça. Il rencontre dans un commerce, il rentre là, je suis chez des amis bijoutiers. « Hey, Gilles Proulx, à cause de toi, ma mère t'écoutait le Midi, puis je sais que t'étais un amant, puis t'aimais notre pays, puis vois-tu? » Alors, quand j'entends ça de ces gens, des fois plus vieux, le Midi, j'étais plus jeune que toi, moi j'allais à l'école, mais t'étais en ondes le Midi, et ma mère, mon père t'écoutait, ça m'apporte un baume, ça plaît. Et comment je vois tout ça? Ben, je vois ça dans une sérénité, en espérant que tu auras d'autres thèmes à exploiter pour que je vienne te voir. Ah, absolument. Quand j'aurai besoin d'un vieux. Non, mais je voulais souligner ça parce qu'à ce moment-là, tu as pris la décision que tu aurais pu dire, OK, c'est fini, là, j'arrête. Tu avais quel âge? Tu avais 70 à ce moment-là. Là. Puis tu as décidé de revenir. Tu as vraiment pris cette décision-là. Puis bon, ben, moi, je suis un peu là-dedans. Là. Ouais. Vous autres, comment vous voyez ça, les retraites? Qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens qui sont justement dans ces questionnements, ou même les jeunes de 40 ans? Parce qu'on parlait tantôt de préparer sa retraite à long terme. Là. Comment on peut se préparer avant d'arriver à dire, bon, ben là, c'est le temps, il faut que je me creuse la tête, là, je suis rendu. Là. Donc, j'ai des filles de 20 ans. Ben non, mais quand même, elle travaille là-dedans. Une soirée. Bien, Mais dans le fond, c'est de ne pas oublier qu'on est encore vivant, là. On est vivant, on attend quoi? Qu'est-ce qu'on attend pour faire qu'est-ce qu'on aime? Qu'est-ce qu'on attend pour partager? Qu'est-ce qu'on attend pour être bien entouré? Qu'est-ce qu'on attend pour faire des changements? Si vous voyez qu'il y a des gens autour de vous qui ne vous stimulent pas, qui ne vous animent pas, qui ne vous comprennent pas ou qui n'ont pas d'écoute sur votre différence, bien, écoutez, c'est le temps de faire le ménage. Ah, c'est ouais. le temps de faire le ménage, puis entourez-vous des gens qui vont vous amener du positif, qui vont vous permettre de vous sentir que vous êtes en vie, que vous avez encore le goût de vivre. Et moi, je crois beaucoup au multigénérationnel et je pense que c'est un beau débat de culture. Et moi, j'espère que vous allez rester encore bien longtemps. Mais non, mais quand même, c'est important. Je trouve que ça a l'air un peu cucu de dire ça, mais il faut se sentir en vie. Et il arrive à un moment donné, tu te dis comment je vais me sentir le plus en vie, parce que c'est des années, c'est comme un don. À un moment donné, tu prends ça pour acquis quand tu es plus jeune, puis à un moment donné, tu te dis, Simonac, je suis rendu là, tu sais. Moi, j'ai l'âge que mon père avait quand il est décédé, là. Fait que tu lui dis, là, mettons que c'est un cadeau que j'ai en surplus, je fais quoi avec ça, là, tu sais, je veux dire, je vais faire ma 2000e entrevue avec quelqu'un qui a vécu un drame, ou si je vais aller pelleter dans le coin. Je pense que c'est personnel à chacun. Là. Puis justement, là, il faut prendre un temps de recul pour penser qu'est-ce qui me ferait plaisir à moi, quels sont mes intérêts. Il n'y a pas de recette magique avec il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. L'idée, c'est de rester actif en ayant du plaisir. Donc là, se sentir en vie, c'est un peu la même chose, oui. Se sentir en vie. Oui, oui. Puis en plus, on sait avec le vieillissement des cohortes, disons 60 ans, aujourd'hui, c'est plus le 60 ans d'il y a 50 ans. Là. Donc, on sait que l'espérance de vie augmente constamment. Donc, c'est important, justement, là, de planifier qu'est-ce qu'on souhaite faire puis d'en profiter parce qu'il peut y avoir encore beaucoup d'années devant. Ah oui. Mais c'est sûr que quelqu'un qui regarde l'entrée principale à 3 heures l'après-midi, s'il est heureux là-dedans, tant mieux pour lui. Mais c'est pas sain, je pense. Il y a peut-être moyen de faire d'autres choses. Allez, merci à vous trois. Ça a été vraiment fort intéressant. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo, c'était super le fun.